Christian, vous restez avec nous pour les partis pris. Nous rejoignent Ruth Elkrief pour la politique, Catherine André pour l'économie. Bonsoir à vous deux. Eh bien, c'est vous qui commencez ce soir, Christian, précisément, votre parti pris international. Vous avez souhaité revenir sur une photo, c'est vrai qu'on l'a pas commentée ici, c'est une photo qui, vue de France, est totalement fascinante, en même temps que très exotique. Certains la jugeront sans doute effrayante. Trump, qui dans la conduite de cette guerre, organise, est entouré d'une prière collective, oui, comme si cette guerre était aussi une entreprise mystique. Oui, et il semble répondre aux accusations que lance l'Iran, qui le qualifie de très grand Satan. On a l'impression qu'on est passé sur un autre registre. Sur la photo, vous voyez à droite une dame, Paula White, qui a une fonction tout à fait officielle. C'est une pasteur qui a eu un très grand succès dans le télé-évangélisme avec son mari, qui est d'ailleurs en a tiré beaucoup d'argent, puisqu'elle est assez dotée. Ça lui a même valu de devoir s'expliquer il y a quelques années, en 2011, devant le Sénat. Et Paula White a une fonction officielle à la Maison-Blanche qui n'existait pas auparavant, qui a été créée par Donald Trump en février 2025, l'an dernier. C'est la directrice du Faith Office, du bureau de la foi. Et elle conduit du bureau de la foi à la Maison-Blanche. Oui, à la Maison-Blanche. Et il est confié à cette dame qui a eu une vie assez agitée, avec une jeunesse très douloureuse, beaucoup de souffrances, mais qui s'est rétablie grâce à sa foi évangélique, qui encore une fois a fait d'elle une milliardaire au titre de ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, qui plaît beaucoup à Donald Trump, à savoir que la richesse matérielle sur Terre est un signe de l'élection divine, et à l'inverse, bien sûr, si vous êtes pauvre, c'est que vous avez démérité. C'est-à-dire exactement l'inverse du message de Jésus-Christ, fondateur de la foi chrétienne. Bon, c'est un détail, mais il faut quand même le signaler. Et là, vous voyez toute une série de pasteurs, 18 hommes et 2 femmes, qui représentent différentes, comme on dit en anglais, denominations, des différentes églises, qui ont toutes en commun d'avoir un message qui appuie le président, qui invoque la grâce divine sur lui, qui appelle le Tout-Puissant à le conseiller, à lui donner des bons conseils. Et on voit qu'apparemment, ou c'est Trump qui n'obéit pas, ou c'est le Tout-Puissant qui est mal inspiré. On revient à notre conversation. En ce moment, mais je ne me permettrai pas de dire ça. Donc, ça doit nous interroger quand même, tout ça, sur le lien entre le pouvoir et la religion. Alors, nous savons tous que le président prête serment sur la Bible, mais ce n'est pas pour dire qu'il croit en Dieu. Et là, les Français ne comprennent pas cela souvent. C'est juste pour dire que le parjure est sacré par, justement, la main qu'il appose sur la Bible. Autrement dit, si jamais il venait à mentir, il mentirait à l'ordre moral le plus élevé, et ça a pu peser, par exemple, cette notion de parjure, fortement pour confondre Bill Clinton à l'époque de l'affaire Monica Lewinsky. Ça lui a valu des ennuis parce que rien ne prouvait sa faute jusqu'à ce qu'on l'établisse, et là on l'a accusé de parjure. C'est ça, en France, voilà. C'est une rupture de confiance avec les citoyens, mais on peut très bien réélire des gens qui ont menti. Là-bas, ça a donc cette dimension-là. Cette dimension-là est sacralisée, si je puis dire, la notion de parjure. Alors, autrement dit, la Bible est un pouvoir qui est un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir moral. Et il ne faut pas caricaturer la position américaine. La scène qu'on voit sur la photo est tout à fait inhabituelle et dérogatoire. Alors, aux traditions américaines. Alors, ça amène une question immédiate. Mais, autant que je sache, M. Trump n'est pas réputé pour sa rigueur morale, ni son aridité, n'est-ce pas, sexuelle, ou son austérité. En termes galants, ces choses-là sont dites. Ou son austérité matérielle. Je ne sache pas qu'il vive dans des locaux particulièrement humides et sombres. Il me semble même que c'est plutôt l'inverse. Alors pourquoi est-ce que les chrétiens adoubent
comme ça un personnage qui viole et qui piétine les valeurs chrétiennes. Eh bien, pour une raison qui n'a rien à voir avec la foi, mais qui est idéologique. Comme Trump utilise les télévangélistes et les pasteurs comme des diffuseurs d'influence opposés aux valeurs démocrates qui, elles, prêchent le détachement, le libéralisme, des choses tout à fait opposées à ce qui est dit pendant les prêches du dimanche, eh bien, Trump a besoin de ces pasteurs pour sa base MAGA. C'est même le cœur de sa base MAGA. Et du coup, c'est pas la religion. On voit Trump faire du cinéma, il a les yeux mi-clos, on dirait qu'il prie, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'idéologie. Parce que pour pardonner Trump d'avoir un CV aussi chargé sur le plan immoral, il faut qu'il soit irréprochable sur le plan idéologique. Et idéologiquement, il rassure ces chrétiens qui ne veulent plus jamais de confusion des genres, de libéralisme excessif, cet esprit libertaire qui a animé le Parti démocrate. Voilà. Moi, ce qui me frappe, c'est que il combat un régime religieux, et cette image, on dirait une icône. C'est une forme de réponse religieuse. Vous voyez les mains posées sur, comme si c'était un saint, comme si le toucher bénissait un peu ceux qui le touchaient. C'est incroyable de voir ce retour de la religion dans tous les univers. Et celle-là, elle est assez terrorisante, en fait, cette image, franchement. Vous voyez cette forme de vénération d'une personne physique, or, il mène un combat contre un régime de mollahs. Mais ce qui compte pour Donald Trump, c'est le show à l'américaine. Et là, cette image, pour moi, elle est éminemment... On est dans la communication qui s'adresse à son électorat. Et bon, c'est un homme de télé-réalité. Vous voyez que là, l'image, elle est frappante. Elle fait parler. Et c'est l'idée d'une Amérique forte qui va frapper pour le bien du monde, portée par un leader qui serait animé par une force divine. Bon. Catherine, vous gardez la parole pour votre parti pris économique. Vous attirez notre attention sur une autre bascule que provoque cette guerre, la bascule de l'économie, presque de l'identité de tous ces États arabes de la région et notamment de Dubaï. Oui, moi je vous parle de Dubaï, l'histoire de ce paradis perdu, parce que Dubaï, il y a encore peu, c'était le faste, le luxe, image bling bling, qui avait été d'ailleurs construite à dessein par le régime émirati, image d'un paradis sans nuages qui a volé en éclats. Alors ça a commencé dès le début de la guerre, quand une cible assez symbolique en fait a été touchée. On parle de cet hôtel de luxe. Alors pourquoi ça a été une cible symbolique et très forte dans l'imaginaire et dans tout ce qui se passe aujourd'hui à Dubaï? Parce que ça n'a pas lieu n'importe où, cette attaque. Cette première attaque, elle a lieu dans ce que l'on appelle le paradis de Dubaï, l'île Palm Jumeirah. Alors, est-ce que vous connaissez l'île Palm Jumeirah? Pour ceux qui n'y sont pas allés, c'est une île qui, en fait, n'existe pas à la base. C'est 100% artificiel. Ça a été conçu à partir de centaines de millions de kilogrammes de sable dragués au fond du Golfe. Donc, c'est un enfer écologique, mais ça, tout le monde l'a oublié parce que c'est devenu, en quelques années, le paradis des ultra-riches, avec des villas de luxe, avec des demeures somptueuses, des hôtels 5 étoiles, l'attraction pour les millions de visiteurs qui venaient voir Dubaï chaque année, qui se rendaient aussi à Dubaï pour voir de leurs propres yeux cette curiosité, cette étrangeté économique qu'était Dubaï au milieu du Moyen-Orient, ce pays temple du business décomplexé, temple du bling-bling, pourtant dans un pays quand même ultra conservateur, temple qui a donc complètement basculé, parce que ce que nous vendait vraiment le gouvernement émirati, c'est l'idée d'un monde sans problème, un monde où l'Iran n'était finalement pas à 100 km à vol d'oiseau, où il n'y aurait jamais de frappe des Iraniens, et donc tout cela a volé en éclats. Hors du temps presque, hors des problèmes. Un paradis où il n'y a pas de problème de société. Alors pourquoi aujourd'hui c'est le modèle économique de Dubaï qui est remis en question? Parce que regardez, sur les 4 millions d'habitants que compte Dubaï, il y a 90% d'étrangers. Alors,
On ne le sait pas toujours, mais c'est surtout ces 90% d'étrangers, une population extrêmement modeste, des immigrés vraiment à faible revenu. Mais vous voyez qu'il y a 10% de riches, et notamment d'ultra riches expatriés, dont on parle beaucoup ces derniers jours, parce que font-ils ? Ils s'en vont. Et ils s'en vont sans demander leur reste, parce qu'ils estiment que la promesse de Dubaï a été brisé, rompu. La promesse de Dubaï, c'était quoi ? C'était 3 mots. La fiscalité, paradis fiscal, vous payez pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur la fortune, un impôt sur les sociétés extrêmement bas, pas de taxes foncières, ça nous paraît un paradis effectivement vu de France. Donc d'abord fiscalité, le deuxième pilier c'était la sécurité. Dubaï, il y a pas de cambriolage. Dubaï, on ne se fait pas attaquer en pleine rue, il y a pas d'agression. Tant pis s'il y a pas de liberté d'expression. Aujourd'hui, les influenceurs qui sont bloqués là-bas, ils sont musés, ils ont plus le droit de parler de la situation, mais ça, c'était vraiment on le mettait sous le tapis. Et enfin, prospérité, parce que Dubaï, c'était pas simplement le pétrole. Le pétrole, c'est plus grand-chose à Dubaï aujourd'hui. C'était une économie ultra diversifiée, avec notamment un secteur import-export ultra fort, 25% du PIB, parce que c'est une plaque au milieu entre l'Asie et l'Occident. C'était également la finance, un hub financier très important. Mais là, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a la menace iranienne de frapper des banques israéliennes ou américaines sur le territoire. Moi, j'avais des traders au téléphone tout à l'heure qui me disaient « Est-ce que ça va rester le temple de la finance ?» Ça n'est pas sûr. Donc là aussi, il y a un pilier de Dubaï qui est attaqué. Et puis enfin, regardez, Dubaï, c'était 27%, c'était le tourisme et le transport au sens large. L'aéroport de Dubaï, c'était le plus fréquenté au monde en termes de hub pour les passages. 95 millions de passagers. Touristes, 20 millions par an qui venaient voir juste Dubaï au moins passer une nuit. Ils sont pas prêts de revenir, même si les choses se calment. Tout ça va mettre du temps pour recommencer. Alors, je terminerai sur un tout petit point peut-être heureux pour les Émirats Arabes Unis. Je pense que quand tout ça va se terminer, eh bien malgré tout, sans doute que Dubaï attirera de nouveau, parce qu'on est dans une société des apparences où le décor compte plus que le réel. En tout cas, on parlait des succès entre guillemets iraniens. Ça en fait partie. L'Iran a réussi à déstabiliser, on verra jusqu'où ça ira. C'est ça, c'est ébranler très fortement l'image et la réalité, c'est sûr. Mais on a vu d'autres paradis se reconstruire. Tout dépendra de l'issue de la guerre, bien sûr, quand même. Ruth, c'est à vous, votre parti pris politique. On revient en France. Au municipal. Les municipales, quand même, oui. C'est pas rien. Vous nous dites que pour le Rassemblement national aussi, c'est important. Le Rassemblement national, pas besoin d'un grand schéma pour expliquer qu'il a le vent en poupe depuis 2, 3, 4 ans, et même davantage sans doute, et que là, pour le coup, il y a des choses qui se jouent aussi pour lui. C'est une échéance très difficile, en fait. En 2020, ce parti n'avait conquis que 10 municipalités, dont une seule de 100 000 habitants, Perpignan. Et cette fois, il faut obtenir quelques victoires symboliques au moins fortes pour cacher la faible implantation locale et pour ne pas casser la dynamique présidentielle. Alors, si Jordan Bardella répète « mais le changement, ce n'est pas en 2027, c'est dès maintenant dans les municipales », Marine Le Pen, aujourd'hui même, au micro d'Alison Tassin, elle se montre beaucoup plus lucide. Écoutez. De grandes villes où c'est compliqué de mettre le pied dans la porte. Voilà, c'est compliqué quand on n'est pas déjà au conseil municipal, c'est compliqué d'y entrer. Mais c'est pas grave. Vous savez, nous on a beaucoup de persévérance, on n'est pas parfait, ça c'est sûr, on pourrait faire mieux, c'est une évidence. Je pense que c'est le cas de tout le monde, mais je trouve qu'on mène pas trop mal notre barque. On a entendu le discours plus optimiste et plus enthousiaste, vous êtes d'accord, Langue de bois aussi. Ah oui. Non, c'est vrai. Bon, alors, il y a eu plusieurs difficultés. La première, on la connaît, on en a parlé ici, les moutons noirs, encore et encore. L'image du parti s'était améliorée, la dédiabolisation fonctionnait, mais grâce aux têtes de gondole, parce que dès qu'on allait voir un peu plus dans le détail, c'était une autre affaire, et donc il a fallu désinvestir les têtes de liste à Carpentras, Belfort, pour des propos racistes antisémites, à Dunkerque, parce qu'il y avait des gens de l'Action française. Le dernier exemple, épinglé par Libération aujourd'hui, une candidate au Canet qui dénonce les juifs tout-puissants et comparables aux nuisibles. Vous voyez, c'est tout à fait clair. Alors, ensuite... Et bien souvent, c'est la presse qui dévoile absolument, ces éléments. Oui. Mais il y a eu du travail. Ils ont fait, mais il y a toujours des brebis galeuses entre guillemets, parce que c'est très difficile de recruter et il n'y a pas du tout de sélection sérieuse. Alors ensuite, les autres difficultés, c'est ce que je disais. Regardez, il y a des campagnes absolument calamiteuses à Paris, 3-4% dans les sondages pour Thierry Mariani. Donc il faut afficher un certain nombre de trophées.
qu'est-ce qui peut être affiché ? La ville de Toulon, avec Laure Lavalette, porte-parole du parti à Paris, mais sans étiquette à Toulon, qui a priori partait favorite, mais dans la campagne est loin d'être un long fleuve tranquille. Et si elle est en tête des sondages pour le premier tour, elle doit démontrer qu'elle peut briser le plafond de verre au deuxième et convaincre au-delà de son socle. En duel, elle pourrait perdre face à la maire sortante. Si c'est en triangulaire, elle a peut-être plus de chance. Mais vous voyez, c'est pas fait. La deuxième ambition, et non des moindres, c'est conquérir la ville de Marseille, avec Franck Alizio face au maire socialiste Benoît Payan. Les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages et le candidat LFI Dologu pose déjà ses conditions au maire sortant socialiste pour peser dans la balance. Si ce pari était remporté à Marseille, alors là, ce serait en effet le trophée et ce serait une des informations principales de la soirée du 22 mars. Bon, par ailleurs, le RN espère ravir plusieurs villes moyennes entre 10 000 et 50 000 habitants, par exemple dans l'Est ou dans le Sud, à Menton, où il y a le fils Sarkozy, Louis Sarkozy, qui est candidat. Il faudra suivre aussi avec attention la ville de Nice, où l'allié RN Éric Ciotti combat le maire sortant philippiste Christian Estrosi. C'est une lutte assez en dessous de la ceinture, mais ce serait une réussite personnelle pour Éric Ciotti et puis une forme de démonstration que l'union des droites qu'a conduit Éric Ciotti serait fructueuse. Il faudra voir aussi, et ce sera très intéressant d'analyser, le comportement des électeurs. C'est-à-dire, dans le cas où les villes peuvent basculer à l'extrême droite, est-ce qu'on verra une forme de front républicain se reconstituer ? Est-ce qu'on verra une mobilisation, au contraire, de ses adversaires plus forts au deuxième tour pour faire barrage ? Ou bien la fin du cordon sanitaire, ou bien encore plus, une fusion des listes LR et RN, ou des rassemblements. Voyez, alors on sait déjà, parce qu'aujourd'hui il y a eu plusieurs dirigeants du LR qui ont dit, attention, ils seront exclus ceux qui feront une fusion au deuxième tour. Donc, il faudra bien regarder ce qui va se passer. En tout cas, c'est déjà dit, ceux qui seront au-dessus de 10%, les candidats, pour cela, ils se maintiendront comme la loi le prévoit. Pourquoi ? Parce que ce parti manque cruellement de relais locaux pour les présidentielles. Sachez qu'aujourd'hui, ils ne sont que 840 élus municipaux sur 498 000. Alors, ils espèrent... Ils veulent rester à tout prix parce qu'ils pourront comme ça essayer de dépasser les 3000. C'est l'objectif qui est affiché.